Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous présenter le sevrage à domicile. Peut-être pour commencer, prendre le temps de se renseigner sur ce que c'est la problématique alcool. Et pour ça, il y a le livre que j'ai écrit avec Vincent Liévin, Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit. Le sevrage à domicile, c'est vraiment ce qu'on fait le moins souvent chez nous en Belgique. Quand on parle alcool, souvent on entend hospitalisation, unité psychiatrique. En fait, quand on regarde les recommandations, les guidelines, comme on dit, eh bien, le sevrage ambulatoire est à privilégier en dehors des indications de sevrage résidentiel. Dans la majorité des cas, il n'y aura même pas de traitement pharmacologique parce qu'il n'y en a pas toujours besoin. Ceci étant dit, il faut quand même bien les préparer. Alors, il y a quand même des indications de sevrage résidentiel d'hospitalisation. Donc, dans 70% des cas, on peut le faire à domicile. Néanmoins, dans 30% des cas, on va devoir le faire à l'hôpital et il est important de les connaître avant de se lancer dans un sevrage à domicile. Les indications d'un sevrage résidentiel sont les suivantes. Une dépendance physique très sévère, des antécédents de délirium tremens ou de crise convulsive, des échecs répétés de sevrage ambulatoire, une affection somatique qui justifie une hospitalisation parce qu'elle n'est pas contrôlée, exemple une cirrhose décompensée, un non-équilibre au niveau psychiatrique, on peut avoir des syndromes dépressifs, voire bipolaires. S'ils sont équilibrés, on peut prendre la décision de le faire à domicile pour autant qu'il y ait des conditions de sécurité. S'ils ne sont pas contrôlés, ces affections psychiatriques nécessitent de faire un sevrage hospitalier. Si on a une dépendance associée à d'autres produits psychoactifs, il vaut mieux le faire à l'hôpital. Un grand classique, c'est l'association alcool-benzodiazépine. Et enfin, une contre-indication au sevrage ambulatoire, c'est le fait d'être seul chez soi. C'est facile à comprendre, le risque ou la probabilité de mélanger alcool et benzodiazépine qu'on utilise pour le sevrage est excessivement élevée et on se retrouve au bout du compte parfois avec une prothèse de hanche. Alors, une fois qu'on a fait ce bilan-là et qu'on sait qu'on peut le faire à la maison, il va falloir bien expliquer aux patients quels sont les risques finalement de faire un sevrage ambulatoire. Le risque, c'est l'accident de sevrage, c'est aussi le délirium tremens. On peut avoir des symptômes de manque qui sont psychiques, comme par exemple l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, l'insomnie, des cauchemars. On peut avoir aussi des troubles neurovégétatifs, donc physiques, sueur, tremblements, tachycardie, hypertension artérielle. On peut avoir des nausées, des vomissements, des maux de tête, de la confusion, des hallucinations, des problèmes de mémoire, de jugement. Le mieux, c'est de remettre un document au patient. J'y reviendrai tout à l'heure. Le fait d'expliquer tout ça au patient permet de faire un choix pour le sevrage à domicile s'il n'y a pas de contre-indications qui sont celles que je viens d'expliciter. Il faudra aussi parler d'hydratation et d'activité physique. Donc, hydratation, consommer 2 litres par jour, d'eau bien évidemment. Activité physique, minimum 30 à 40 minutes par jour. Évidemment, il faut tenir compte de l'usage de benzodiazépines pour le sevrage qui vont rendre cette activité parfois plus ou moins facile. Alors, on va remettre un document au patient pour expliquer que la prise de Valium, vous savez que dans un sevrage, on va utiliser le Valium ou le diazépam pour éviter les accidents de sevrage, lui expliquer que ces comprimés seront pris à la demande. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'alcool est un inhibiteur du système nerveux central du cerveau. Et donc, le cerveau va monter son excitation pour faire face à l'inhibition de l'alcool. Le patient va augmenter sa consommation d'alcool, ce qui va augmenter pour faire face de nouveau l'excitabilité du cerveau. Et vous voyez qu'on est dans quelque chose comme un ascenseur. Le jour où on décide de faire un sevrage, on enlève l'alcool brutalement, il reste là-haut un cerveau hyper excité. Et c'est ce cerveau hyper excité qui peut partir, par exemple, en crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va amener du Valium, une benzodiazépine, en face pour stabiliser ce cerveau. En fait, c'est comme si on mettait
une autre clé qui rentre dans les mêmes serrures. Eh ben tiens, l'alcool va agir sur les mêmes récepteurs en fait que les benzodiazépines. Et petit à petit, on va baisser la dose et on va ramener ce cerveau sur le plancher des vaches. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer que les comprimés de diazépam se prennent à la demande. Exemple, quelqu'un qui ne consomme que le soir, par exemple 2 bouteilles de vin tous les soirs, n'a pas besoin de prendre en général de benzodiazépine en journée, parce que là, il va à son travail. En général, il supporte ça assez bien. Par contre, il va avoir du craving, une envie importante de consommer le soir, et on peut à ce moment-là lui dire, s'il y a du craving, n'hésitez pas à prendre un comprimé de benzodiazépine, ça va faire grosso modo le même effet que l'alcool, donc n'ayez pas peur. La prise à la demande est fondamentale pour un sevrage à domicile, alors qu'en hospitalisation, c'est plutôt des prises qui ont été décidées et qui sont faites d'office. La demande, ça permet aussi de vivre un petit peu comme d'habitude. Rappelez quand même aux patients que si on prend une benzodiazépine, c'est comme quand on prend de l'alcool. Il n'est pas indiqué de conduire juste après. Alors, on va donner ce document au patient qui lui permet de savoir que le premier jour, on va prendre maximum 6 comprimés de benzodiazépine. Le deuxième jour, 5. Le troisième jour, 4, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0. Donc en fait, c'est un traitement dégressif. En principe, au jour 7, on est à 0 comprimé de benzodiazépine. Attention, pour le choix de la benzodiazépine, le diazépam a un risque accru d'accumulation en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Donc dans cette situation, on préférera l'oxazépam. Bon, son intérêt particulier, c'est que la demi-vie est non modifiée. Donc voilà, 10 mg de diazépam, ça équivaut plus ou moins à 30 mg d'oxazépam. Et vous voyez sur la diapositive que les Tmax sont un petit peu différents. C'est important aussi de suivre les symptômes de sevrage. Là, vous avez vu passer les échelles qui permettent de vérifier si un patient est bien équilibré pendant son sevrage ou pas. On donnera des vitamines. Vitamine B, en fait, c'est nécessaire parce que souvent, il y a des carences et ces carences peuvent donner des problèmes au niveau cérébral. Donc, on va donner du Benerva, 2 fois un comprimé par jour, et du Befact également, 1 à 2 comprimés par jour. Alors, dans le processus, donc, ce qui est important, c'est de faire un bilan de la consommation déclarée d'alcool par le patient, soit par le calendrier alcool, soit via une application comme Stop Alcool. On fait ça au cours de 2 consultations pour vérifier s'il y a des contre-indications de sevrage à domicile, pour évidemment faire un objectif, mettre en place un objectif de soins. Cet objectif de soins, c'est le patient qui le décide avec vous. Et les études montrent que si l'on suit ce que le patient demande, on a beaucoup plus de probabilité d'y arriver. Donc on peut mettre le paternalisme au placard, mais ça n'enlève pas quand même l'expertise scientifique et médicale. Donc un patient qui a toutes les indications d'un sevrage et qui le refuserait, il faut quand même l'avertir qu'on peut l'accompagner dans un plan B, par exemple une réduction des risques, mais que le plan A, ça reste le sevrage de l'alcool. Quand on met en route le sevrage de l'alcool, on s'assure que le patient ne vit pas seul. Éventuellement, on fait venir la personne avec laquelle il vit. Ça m'arrive souvent de voir les deux en consultation parce que le conjoint, par exemple, aime savoir ce à quoi il doit s'attendre, ce qui permet souvent de les rassurer. Et ensuite, particularité pour ma part, j'aime bien, je demande aux patients de m'envoyer un SMS tous les matins avant 10h, jour férié, samedi, dimanche compris. Ça prend pas longtemps de lire un SMS avec la météo physique, la météo psychique. La météo, c'est pas le journal parlé, donc c'est court, mais ça explique au moins on peut voir quels sont les symptômes physiques, on peut voir quels sont les symptômes psychiques qui sont rencontrés par le patient. À quel jour sommes-nous ? Par exemple, bonjour Dr Auban, hier on était à J1 et j'ai pris 4 comprimés de diazépam 10 mg. Ça me situe très facilement où le patient se trouve. S'il me dit j'ai transpiré toute la nuit, j'ai dû changer les draps, ça veut dire qu'il y a un sevrage physique qui est vécu par le patient et que la dose qu'il a prise n'est pas suffisante. Je vais donc lui répondre, cette nuit, avant d'aller dormir, vous prendrez un diazépam. Si vous n'avez pas pris hier, c'est le moment d'y penser aujourd'hui. Et éventuellement, en pleine nuit, quand vous réveillez et que vous transpirez, vous en reprenez un autre afin d'être sûr de bien juguler ces symptômes de sevrage physique.
Ça va durer à peu près donc 7 jours. Toujours un feuillet avec ces indications-là qui sont remises au patient. C'est la même chose que maintenant. Je viens de vous dire beaucoup de choses. Le patient aussi, on vient de lui dire beaucoup de choses. Et il est dans un moment anxiogène. Il va se séparer de son meilleur mauvais ami. Et il en a peur. Il est stressé. Donc il oublie la moitié de ce que vous racontez. N'hésitez pas à lui remettre un document auquel il pourra se référer, lui et ou son entourage, pendant les 7 jours qui viennent. Avec la liste des symptômes, avec un numéro de contact, forcément c'est celui du SMS, avec la posologie qui est bien expliquée et qui est remise ainsi au patient. Vous l'avez compris, le fait d'avoir un SMS avant 10 heures, c'est pour structurer la journée du patient. Je leur rappelle souvent que l'agenda peut être utile parce que l'alcool a souvent rempli leur vie et donc enlever l'alcool c'est un vide. Il faut structurer la journée, 2 parties le matin, 2 parties l'après-midi, une partie le soir et de remplir toutes ces cases avec des activités parfois banales, parfois importantes, parfois se laisser du temps aussi pour prendre le temps pour soi, aller faire une balade. Il n'y a pas tout le temps des courses ou de la lessive ou autre chose à faire ou de la lecture. Donc bien structurer sa journée, l'activité physique est importante également. Alors le retour des patients par rapport à ça, c'est que finalement le sevrage à domicile, souvent quand l'indication est bien faite, est très facilement vécu par le patient. C'est la majorité des retours. Si j'avais su que c'était aussi facile, certains disent qu'ils l'auraient fait plus tôt. C'est important quand l'entourage est aidant, ce qui est quand même encore souvent le cas, eh bien, les gens se sentent bien accompagnés aussi. Le fait d'envoyer un SMS, ça les rassure, ils se sentent moins seuls, ils se sentent accompagnés, ils se sentent aidés. C'est un suivi qui est vraiment personnalisé, c'est un suivi qui est adapté. Et donc, ce n'est pas très compliqué de mettre ça en place. Ne choisissez pas pour vos premiers sevrages à domicile des patients qui ont une dépendance ultra sévère. Comme je l'ai dit au départ, ça fait partie des indications de sevrage hospitalier. Prenez le temps, le soin de découvrir des patients qui ont une dépendance, qui ont envie d'arrêter et qui ne répondent pas aux critères d'hospitalisation. Je rappelle que c'est 70% d'entre eux. Et puis vous allez petit à petit mettre ça en place et vous verrez, essayer ce système, c'est l'adopter. Bonne chance!